Bonjour et bienvenue dans le garage. Il y a quelques temps, j'ai sorti cette vidéo dans laquelle je me faisais deux bureaux, un pour ma fille et un pour moi. Ces bureaux, ils sont de type assis debout, c'est-à-dire que la hauteur du plateau est réglable électriquement. À l'usage, c'est vraiment très bien, je les adore, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué ce plateau, je vous montre tout du début à la fin. En fait non, je reviens du montage de la vidéo là, et elle dure 1h15. Et comme cette chaîne est un média de partage, je ne vais pas sabrer dans les informations que je vous donne dans mes vidéos. Je préfère couper la vidéo en deux, c'est mieux. Donc aujourd'hui, vous allez voir comment préparer le bois, comment faire les pré-débits, comment dégauchir et raboter le bois, et comment se sortir d'une situation pas prévue. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dès maintenant. Alors, autant le hêtre que je vais utiliser là, il est magnifique et il va juste être brossé avant de se faire raboter. Autant le merisier qui se trouve dessous, il est beaucoup plus vieux, il a traîné pendant pas mal de temps dans une grange et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc celui-là, il va d'abord se prendre un coup de brosse métallique par précaution pour éviter de se ramasser des cailloux ou des cochonneries dans les fers de la raboteuse. Et je suis curieux de voir ce que je vais en sortir de ce bois. Donc je vais enlever ce hêtre, je vais le mettre ici, ça va me permettre de libérer le merisier, je vais pouvoir le nettoyer et commencer à le travailler. C'est parti. Bon, au premier coup d'œil, déjà, ce que je vois, ça me plaît bien. Le bois, il est beau. Alors, évidemment, il y a des petites fentes parce que forcément, le bois est très vieux. Si je zoome sur les côtés, on peut voir que le bois est piqué, mais c'est normal, c'est le bord, donc c'est l'aubier, c'est-à-dire la partie la plus jeune du bois. Donc cette partie-là, je vais l'éliminer. Et donc en parlant d'éliminer, je sais que je vais avoir pas mal de déchets, parce que vous voyez, toute cette partie-là, elle n'est pas exploitable non plus, on a trop de gerces. Donc si on enlève la partie ici, l'aubier sur les côtés, et si on tient compte du fait que le bois c'est naturel et que c'est pas une bête planche toujours aussi large et que la surface utilisable ici n'est pas très grande, eh ben, il me faut quand même en tirer 1,60 m de ce bois-là, donc je sais que cette partie-là, je ne vais pas l'exploiter pour ce projet. C'est pas grave, je l'utiliserai une autre fois. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à la matière disponible pour ce plateau, parce que vous voyez, je n'ai que 4 planches de merisier, et celle-ci, par exemple, elle n'est pas exempte de défaut. Vous pouvez voir déjà ici qu'il y avait un sacré nœud, une sacrée branche. Il y en a un autre là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est le cas. Et là, du coup, je n'ai pas 1,60 m non plus. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose de cette planche. On verra quand je l'aurai rabotée aussi. Mais ça fait partie du jeu du travail du bois. Il faut savoir s'adapter avec le produit, qui est un produit vivant et qui fera ce qu'il voudra. Donc, je le sais d'avance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, donc, comme je le disais, par passer un coup de brosse sur ces planches pour pouvoir voir un petit peu mieux ce qui se passe. Y mettre un petit coup de rabot, peut-être un petit coup de scie avant si nécessaire, si les planches sont bien tordues. Et après, on avisera. Vous voyez, ça aussi, c'est de l'attaque de champignons, donc toute cette partie-là, elle va dégager. Il ne va pas rester grand-chose de cette planche, heureusement que j'en ai un peu quand même. Alors avant de faire quoi que ce soit, on va commencer par marquer les défauts. Donc toute cette partie avec l'aubier piqué, je ne m'en servirai pas. Ensuite, jamais de la vie, un plateau comme ça, vous allez l'utiliser directement pour pouvoir faire un bureau. Vous voyez la grande fente qu'il y a au milieu, ça c'est le cœur, c'est normal, c'est là que ça travaille le plus. Donc il va falloir refendre à ce niveau-là. Et bien entendu, c'est naturel le bois, donc vous n'aurez pas une ligne droite parfaite. Donc il va falloir composer avec ça. Déjà, sur ce morceau de bois, il y a toute cette partie qu'on ne va pas utiliser. Cette partie-là, qui est plutôt étroite, qu'on va pouvoir utiliser. Et ce côté-là, il est un peu plus large. Et on a de la chance, le bout de bois est à peu près droit ici. Mais attention, il y a quand même des défauts. Regardez voir par ici, là. Alors, vu de dessus, on ne le voit pas. Mais ici, il y a bien le passage d'une branche. Donc, cette partie-là, je la repère aussi. Et évidemment, il faut regarder le bois sous tous ses aspects, sous tous ses angles. Donc, on le regarde bien des deux côtés. Donc là, on retrouve le défaut qu'on a vu tout à l'heure, qui n'était pas très visible. Ici, on le voit très bien. On retrouve ici, bien évidemment, la fente liée au cœur. Mais là, on ne la voit pas, pourtant, elle est toujours là. Et dans ce coin-là, on voit pas mal de petits défauts. Donc, je sais que d'ores et déjà, cette face-là, elle sera sous le bureau. Allez, je continue mon inspection sur chacun des panneaux et je vous reprends.
Vous venez de me voir changer de lame, j'ai troqué cette lame-ci contre celle-là. La différence, globalement, c'est le nombre de dents. Celle-ci a beaucoup moins de dents, elle est faite pour déligner, c'est-à-dire pour couper dans le sens des fils du bois. Alors pourquoi elle est différente? Il y a deux choses. D'abord, il y a beaucoup plus de place ici pour évacuer le copeau, puisque dans le cas du délignage, on ne va pas tronçonner les fibres, mais on va couper entre les fibres. Et ça génère beaucoup plus de copeaux. Donc avec cette lame-ci, on coupera beaucoup plus vite qu'avec celle-là pour déligner. Par contre, on aura une coupe beaucoup moins nette. Mais bon, c'est pas le but. La deuxième différence avec cette lame-là, c'est que derrière la dent, vous voyez, il y a une espèce de bosse. Et cette petite bosse, elle sert à limiter la quantité de bois que va prendre la prochaine dent. Étant donné qu'on a un grand espace entre les dents, ça va éviter de prendre trop de matière d'un coup et d'éviter des problèmes un petit peu embêtants comme les kickbacks. Le kickback, en deux mots, c'est quand la scie, au lieu de couper le bois, elle vous l'envoie dans la gueule. Donc vous avez compris, je vais déligner le bois, c'est-à-dire que je vais passer les planches dans ce sens-là et les découper avec cette lame. Pour deux raisons. La première, c'est que je vais les refendre au niveau du cœur. Comme je vous l'ai dit, la fente au milieu des planches, ça c'est parfait pour que les planches se tournent de rire. On dirait que c'est fait exprès. Et la deuxième chose, c'est que je vais aussi éliminer toutes les parties bouffées par les champignons et toute la partie de l'aubier qui est piquée par les bestioles. Donc ensuite, j'y verrai beaucoup plus clair sur la quantité de bois dont je dispose. Et donc pour faire ça, je vais utiliser ce chariot qui a plein d'avantages. D'abord, moi j'ai un chariot mobile ici. Et le chariot mobile, il se trouve à une bonne distance de la lame. Donc, il n'est pas à ras de lame. Ce chariot, il permet de se positionner comme ceci. Et évidemment, il est à ras de lame. Donc ça va être très pratique pour pouvoir enlever juste la quantité de bois qu'on veut sur le côté de la planche. Il suffit de positionner la partie qu'on ne veut pas à l'extérieur du chariot. Et c'est gagné. Il y a un deuxième avantage à utiliser un chariot comme celui-là, c'est que le chariot d'origine de la machine, celui-ci, il a un débattement limité, qui est quand même grand, mais qui est limité à 2 mètres. Or, les planches que je vais découper, elles font entre 2,30 m et 2,60 m. Donc ça ne suffit pas. Et bien, grâce à ce chariot, je vais pouvoir utiliser toute la surface de débattement. Et une fois que j'arrive au bout, je peux encore coulisser un petit peu. Donc grâce à ça, je vais pouvoir déligner mon bois. Et le troisième avantage de ce chariot, il est là. De ce côté-là, vous voyez une butée avec une bardée de vis. Alors c'est pas ce côté-là des vis qui est intéressant, c'est l'autre. Les vis dépassent ici et elles vont me permettre de positionner mon bois sans que j'ai à le maintenir. C'est-à-dire que je vais l'enfiler comme ça. J'aurai juste à pousser mon bois comme ceci pour à la fois le maintenir et le faire avancer. Donc vous voyez le bois qui est bouffé par les champignons ici, que j'avais démarqué ici. Et j'ai mis la limite de ce que je veux jeter à l'extrémité de mon chariot ici. Le bois, il est planté sur les pointes ici, donc il ne bouge pas. Et j'ai plus qu'à. Donc évidemment, avant de démarrer, je vais reculer. De l'autre côté de mon chariot, j'ai positionné la limite de ce que je veux garder sur le bord de mon chariot, qui se trouve là-dessous, donc vous ne le voyez pas. Donc je vais éliminer uniquement la partie que je veux effectivement jeter, donc il n'y a pas de gaspillage, et ça j'aime bien. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai enlevé une petite quantité de bois pour passer de quelque chose de pas bien beau à quelque chose de super sympa. Et parfois, il faut en enlever beaucoup plus parce que on a une branche, par exemple, qui passait dans le coin, ou alors on avait pas mal de verre. Mais tout n'est pas parfait partout, et j'ai fait exprès aussi de ne pas enlever trop de matière, parce que déjà, on n'y voit pas clair quand on fait une première coupe. Une fois que j'ai fait cette première coupe, je me rends compte que par endroit, vous voyez, ça c'est la fente du cœur, j'en ai encore un petit peu enlevé ici, et puis si je me promène un petit peu plus loin, on peut voir ici qu'on a encore une fois le passage d'un petit rongeur. Donc c'est pas grave, je vais enlever ça, il y a juste 1 mm ou 2 à dégager, mais au moins j'y vais pas à l'aveuglette et j'enlève pas trop de matière. Et parfois, je fais aussi exprès de ne pas enlever le défaut, parce que vous voyez, comme par exemple ici, la petite marque où je vous disais, ça c'est le reste du cœur, et en fait, quand on met le bois ici, on se rend compte que la fente,
elle part assez loin, et elle part assez loin du bord que j'ai coupé. Pourquoi? Parce que j'ai coupé une planche de 2,50 m de long, et la fente n'est pas droite, donc forcément, il y a des déviances. Donc je sais que cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Alors ici, je suis désolé, mais à cause du cadrage, vous ne voyez pas très bien, mais la fente dont je vous parlais à l'instant, elle commence ici et elle finit là-bas, à peu près à la moitié du bois ici. Sauf que moi, je veux faire un bureau d'1,60 m. Donc je ne vais pas utiliser toute la planche. 1,60 m, si je garde 10 cm, parce qu'au bout là-bas, je vais enlever un peu de bois. Non, je ne vais pas en enlever 10. Je vais garder 5 cm de plus. J'arrive ici. Et ici, donc, environ, la quantité de bois utilisable, elle est d'environ 10 cm. Alors que si je ne réfléchis pas et que j'élimine toute cette partie-là, pour ne garder que celle-ci, je vais garder 7 cm. Je vais perdre 3 précieux centimètres quand même, sur toute la longueur. Et puis il y a des bouts de bois comme celui-là que je sais pertinemment que je ne vais pas utiliser dans ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il me faut, comme je vous l'ai dit, des morceaux d'1,60 m. Et à 1,60 m, on arrive ici. Et ici, donc, la largeur utile, elle est de quasiment rien. Et ça, c'est plutôt embêtant, d'autant plus que toute cette partie ici, on a le cœur qu'il faut encore éliminer. Et de ce côté-là, on a aussi la partie qui est verrée. Donc il ne reste plus grand-chose, donc je vais certainement utiliser ce morceau de bois-là pour faire des projets avec des bouts de bois plus petits. Je vais peut-être avoir la possibilité de sortir un peu plus de matière comme ça. Donc ça, je le mets de côté. Cette chute-là, elle est intéressante pour voir comment le verre attaque l'aubier. Donc l'aubier, c'est le bord du bois, c'est la partie du bois la plus jeune. Donc ici, le bois est forcément plus jeune que là. Et si vous regardez donc sur le bord, ici, on est vraiment à ras de l'écorce. C'est complètement attaqué par le verre. Alors que si on va un petit peu plus loin, il n'y a absolument plus rien. Pour le dessin de ce plateau, je me suis inspiré des bandes qu'on trouve sur le capot de pas mal de Ford Mustang. L'idée, c'est de jouer avec le contraste du hêtre et du merisier, et je pensais d'abord faire quelque chose qui ressemble à ça. J'aime bien, mais en cherchant un peu sur le net, je suis tombé là-dessus. Je trouve ça plus sympa, sauf que la partie sombre au centre, je la trouve un petit peu trop large. Et puis, je suis tombé sur cette version qui m'a donné l'inspiration pour mon plateau. Donc, je prends l'idée des deux bandes noires, mais entre les deux, je vais mettre une bande claire de la même largeur. Les bandes sombres seront en merisier, les clairs en hêtre, et j'ai des contraintes dont il faut que je tienne compte. Mes planches de merisier ne peuvent pas faire plus de 10 cm de large, et j'aurai que 2 planches de 10 cm. Donc la bande centrale en hêtre fera donc elle aussi 10 cm de large. La largeur du plateau, ça sera la contrainte suivante. Je veux un plateau de 90 cm de large, c'est plus confortable pour moi. J'ai déjà un plateau de 80 et il est un tout petit peu trop petit. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà 3 bandes de 10 cm au centre du plateau. Il faut que je les entoure de 30 cm de bois de chaque côté pour totaliser 90 cm. Donc je vais reprendre l'idée des bandes étroites sur les côtés, mais je veux quand même des bandes assez larges, parce que je préfère. Donc je pense que ça fera plus joli pour un plateau en bois. Donc je pars sur une bande de 5 cm en hêtre, puis une bande de 5 cm en merisier, de part et d'autre des bandes centrales. Et je termine le plateau en hêtre avec 2 fois 10 cm de bois de chaque côté du plateau. Je préfère 2 fois 10 cm au lieu d'une fois 20 cm, d'abord pour des raisons de stabilité, le bois c'est vivant, il faut le garder en tête, et aussi pour des raisons esthétiques. Je pense que le plateau semblera plus joli s'il est constitué de bandes régulières. Des bandes principalement de 10 cm, parfois 5 cm, mais celles-ci sont par paire, donc finalement ça fait bien des bandes de 10 cm. Et ça donne ça. Il me faut donc en hêtre 5 bandes de 10 cm et 2 de 5 cm, et en merisier 2 bandes de 10 cm et 2 de 5 cm. Et donc ces deux planches de 10 cm de largeur et ces deux planches de 5 cm de largeur, il va falloir que je les choisisse soigneusement parmi tous mes bois. Et le premier critère qui va rentrer en jeu, c'est la rectitude du bois. Pourquoi? Parce que ce sont des planches qui font 27 mm d'épaisseur. Je voudrais un bureau le plus épais possible. Je sais que je vais perdre de l'épaisseur. Donc si je prends mes planches bien droites, je vais limiter les pertes. Donc déjà, ce premier morceau de bois ici, il est assez large. Et je me suis dit au départ que j'allais l'utiliser dans un autre projet, parce que ça serait dommage de débiter 10 cm là-dedans. Donc je l'ai mis de côté. Ensuite, j'ai pris ce premier morceau de bois. Et ce morceau de bois, vous voyez, il est relativement plan. Il est sans nœud. Il y a bien un nœud d'un côté et un peu de cœur ici, un peu de nœud ici. Mais de ce côté-là, il n'y a rien et je vais recouper la planche. Donc la partie du cœur, elle va disparaître. Donc cette planche-là, je la mets de côté. Pour ma bande de 10 cm, je l'ai déjà écrit dessus, vous ne le voyez pas forcément.
La planche suivante, elle est bien plane. Le problème, c'est qu'elle a un nœud en plein milieu et que ce nœud-là, il ressort ici. Donc ça va forcément se voir. Et je voudrais, tant qu'à faire, éviter des planches avec des nœuds. Donc je la mets de côté pour l'instant. Alors, cette planche-là, c'est pire encore. Il y a un nœud ici, et quand je défile là, il y a cet énorme nœud-là, et donc évidemment, entre les deux, il n'y a pas 1,60 m. Donc je la mets de côté aussi. Alors la planche suivante, elle est sans nœud. Il n'y a vraiment pas de défaut esthétique. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement tordue et que je vais perdre trop de matière à la dégauchir, celle-ci. Donc encore une fois, je la laisse de côté. Et il reste cette dernière planche qui, elle aussi, est complètement gauche, encore pire que l'autre. Donc ça va pas. Donc malheureusement, j'ai éliminé toutes ces planches-là. Il me reste juste la première planche que j'ai sélectionnée tout à l'heure et la grande planche que j'avais réservée pour un autre projet. Et bien ce projet, ça sera donc ce bureau. Je vais quand même vérifier la planéité de celle-ci parce que je ne l'ai même pas vérifiée. Ouais, super, elle est super stable. Donc celle-là, je vais y débiter 10 cm. Je vais aussi en tirer une planche de 5, probablement. Voilà, et ensuite, la plus droite des planches restantes, c'est celle-là. Donc celle-là, j'en tirerai une planche de 5. Et le reste, je peux le ranger. Je vais maintenant m'occuper du hêtre. Et là, j'ai un petit cas particulier avec ce panneau ici. La plupart du temps, les troncs d'arbres, ils ne sont pas cylindriques, bien entendu. La base de l'arbre, c'est-à-dire près des racines, de ce côté-là, c'est souvent beaucoup plus large que vers le sommet là-bas. Alors autant ici, j'ai la largeur de mon bras sans la main, autant ici, j'ai uniquement la largeur de ma main. Et ces deux faces-là, elles sont relativement droites, mais ce ne sont donc pas des droites parallèles. Et je ne sais pas si c'est très visible pour vous, mais on voit qu'ici, on arrive au point le plus étroit de la planche, et ensuite, la planche repart en s'écartant. Et donc, si je veux éliminer la flèche, c'est-à-dire le bord de mon bois de bout en bout, en allant tout droit, je vais finir par traverser quasiment mon bois, et je vais perdre une grosse partie de la partie que vous ne voyez pas qui est hors champ, là. Donc ça, c'est pas forcément intéressant, bien sûr, et dans ces cas-là, il suffit de réfléchir un petit peu, et je sais que j'ai besoin d'1,60 m, donc je vais prendre un peu de marge. Ici, à l'endroit le plus étroit, je suis à 1,75 m, donc c'est parfait. Donc en fait, je vais tronçonner d'abord ce bout de bois avant de le déligner. D'habitude, je fais l'inverse, mais bon, ce coup-ci, ça m'arrange. Et c'est pour ça que j'ai fait cette espèce d'installation où j'ai fixé le bois d'un côté sur la machine, de l'autre côté sur un tréteau. Alors les serre-joints, là, c'est une expérience, on va voir si ça marche. C'est pour éviter que le morceau, quand j'aurai tronçonné, là, il tombe par terre. Donc je vais couper ici. Je ne sais pas pourquoi je prends mon mètre, hein, c'est l'endroit le plus étroit, c'est facile à repérer. La combinée qui est ici à ma droite, elle est tout à fait capable de tronçonner un bout de bois comme celui-là. Par contre, il faut l'équiper avec un support qui vient ici. Et j'ai la flemme, ça ira beaucoup plus vite avec la scie circulaire. Bon, les serre-joints, c'était pas une bonne idée. Au moins, je le saurai. Voilà, maintenant, ce plateau, je vais pouvoir le déligner comme je l'ai fait avec le merisier. Par contre, je ne vais pas le faire en l'état comme ça. Vous voyez, si je pose le plateau sur la machine ici, il n'est pas stable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser comme ceci, afin qu'il soit en appui, non pas au milieu, mais sur les côtés. Et là, il est beaucoup plus stable. En plus, dans ce sens, ça va être beaucoup plus facile de mettre exactement sur le bord les flashs, puisque je vois le départ de la flash ici, et je vais pouvoir exactement le mettre sur le bord du chariot à déligner. Donc là, on est nickel. Et ben là aussi, impec. J'ai coupé un côté pour l'instant, et je sais que de ce côté-là, je vais avoir à peu près 20 cm de largeur utile. Alors que de ce côté-là, j'en ai 35. Problème, le cœur, toujours. Cette fois-ci, le cœur, il est pile au milieu de la planche ici. Donc au milieu des 35 cm ici. Et au milieu des 20 cm là.
Donc il va falloir que je refende ce bout de bois en deux. Donc j'aurai ici 2 fois 10 cm utiles et pas plus. Parce que le cœur, il doit absolument être fendu. Et de ce côté-là, donc j'aurai un peu moins de 20 cm ici, un peu moins de 20 cm là. Donc je ne vais pas refendre le cœur tout de suite. C'est pas intéressant. Je sais que je vais pouvoir sortir de ce bout de bois 2 fois 10 cm, et ça c'est des dimensions qui m'intéressent. Je vais d'abord faire une coupe parallèle au bord ici pour tirer 10 cm, et ça je le ferai tout à l'heure quand j'aurai monté mon guide parallèle ici. Et pour ce qui est de ce côté-là, je vais juste déligner le bord ici pour pouvoir ensuite tirer 10 cm de là à là. Et donc vous avez compris qu'ici j'aurai une chute triangulaire qui va faire ça en exagérant. Je vais continuer de mon côté la préparation du bois de hêtre parce qu'il n'y a pas grand chose à y dire, hormis le fait de gérer le cœur. Le bois est parfait, il y a 0 nœud, donc ça va être un plaisir à travailler. Donc je finis ça en off et je vous reprends juste après. L'étape suivante, c'est le débit de mes bandes de 10 et 5 cm. Donc pour ça, j'ai monté un guide parallèle. J'ai réglé ma coupe ici à un peu plus de 10 cm. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore dégauchi mon bois et donc il n'est pas parfaitement plat. Et quand je vais le couper, eh ben, je vais avoir un trait de coupe qui sera forcément pas perpendiculaire au plan qui se trouve dessous ou dessus ici. Forcément, puisqu'il n'y a rien d'équerre. Donc une fois que j'aurai découpé mes bandes de 5 et 10 cm, je vais pouvoir les dégauchir, les raboter et remettre les flancs perpendiculaires toujours à la raboteuse, et donc je vais perdre un petit peu. C'est pour ça que je prends un peu plus grand. Je prends le plus grand possible. Le problème, c'est que sur cette planche-là, j'ai un peu plus de 20 cm. Il faut aussi compter l'épaisseur de la lame, donc je peux guère prendre plus. Donc bon, bah, c'est pas grave, je prendrai plus sur les autres. Mais sur celle-ci, je serai moins confort. Ici, on est sur le seul défaut de tous mes bouts de hêtre, un tout petit nœud ici. J'ai assez de bois pour pouvoir l'éliminer, donc je ne vais pas me priver. Voilà, ça ne ressemble pas encore à grand chose, mais ça se rapproche du produit fini. On a donc ici 2 bandes de 10 cm, une de 5, une de 5, une de 10, une de 10, une de 10, une de 5, une de 5 et de 10. Alors évidemment, ça donne qu'une idée parce que vous voyez bien qu'évidemment les longueurs sont pas bonnes, mais surtout les largeurs non plus, notamment pour les bouts de bois qui font 5 cm, là ils font plutôt 7. Donc la prochaine étape, ça va être de dégauchir tout ça et ensuite on va les raboter. Petit aparté pour les amateurs, un dégauchissage, ça consiste à rendre une pièce de bois brute, plane, sur une seule face. Comment on va faire ça? Eh bien, en fait, on va utiliser cette partie de la machine. Ici, vous avez une table d'entrée qui est parfaitement plate, une table de sortie qui est parfaitement plate aussi, qui est parallèle à la première, mais celle-ci est un tout petit peu plus haute que l'autre. Ce qui fait que si je promène mon bois sur cette table et que je l'amène sur l'autre table, elle vient buter ici. Pourquoi? Tout simplement parce que entre les deux tables, on a un rouleau. Ce rouleau, il comporte des lames. Et donc, quand on va apporter le bois, la lame va enlever un petit peu de matière. Et quand je vais emmener mon bois ici, le bois ne va plus buter là, mais il va être pile à la même hauteur que le plateau de sortie, parce que la lame ici se trouve exactement à la même hauteur que ce plateau-là. Et donc, je vais promener mon bois ici. Et de ce côté-là de la table, j'aurai un bois brut. De ce côté-ci, j'aurai un bois raboté, donc un bois parfaitement plan. Donc, je vais le passer sur toute sa longueur. Je vais enlever un tout petit peu de matière, mais sur le même plan. Ce qui fait qu'au final, j'aurai peut-être une face parfaitement plane du premier coup, mais peut-être pas, parce que si je n'ai pas enlevé assez de bois, il y aura peut-être des zones où ça sera un peu plus creux. Et bien dans ce cas-là, je refais une passe. Il faut en faire le nombre nécessaire, tout simplement. Quand vous n'avez plus de creux, c'est que vous avez terminé. Et à ce moment-là, vous aurez une face parfaitement plane. Et ça, c'est la première étape pour passer d'un bois brut à un bois exploitable. Donc évidemment, on fera ça avec les sécurités en place.
toujours pour les amateurs, cette machine-là, ça s'appelle une combinée. Elle porte bien son nom parce que ici, vous avez la scie qu'on a utilisée tout à l'heure. Là, vous avez la partie dégauchisseuse qui permet de rendre une face plane. Dessous, vous avez encore un plateau et on va utiliser l'autre face du rouleau pour pouvoir raboter les bois. Donc raboteuse. Ici, vous avez une toupie, c'est une sorte de défonceuse sous table sous stéroïde. Et vous avez ici encore un mandrin qui est sur le même axe que le rouleau ici et qui permet d'installer une fraise pour pouvoir faire des mortaises. Donc pour ça, on met une table ici que je n'ai pas installée aujourd'hui parce que j'en ai pas besoin et que j'ai besoin de passer sans me péter le tibia. Ce type de machine, c'est à mon avis le meilleur compromis pour débuter si vous avez de la place. Pourquoi? Parce qu'en fait, une machine comme ça d'occasion, c'est pas très cher. Alors, quand je dis c'est pas très cher, c'est quand même des sommes à 4 chiffres. Mais pour le prix, vous avez une scie extrêmement stable et puissante. Vous avez une défonceuse sous table, entre guillemets, extrêmement stable et extrêmement puissante. Et vous avez une dégo rabot avec des tables qui sont extrêmement rigides, qui sont longues et qui sont beaucoup plus faciles à exploiter que les raboteuses de chantier. Et tout ça, vous l'avez à peu près pour le prix du matériel de qualité. Une scie sous table, c'est pas donné. Une défonceuse sous table non plus. En plus, il faut le temps de la faire si vous achetez pas le matériel. Et une dégo rabot de qualité et qui ne soit pas de chantier, c'est compliqué à trouver. Donc, les combinés, franchement, c'est le meilleur compromis. Donc vous voyez, là on est dans le cas de ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai enlevé de la matière ici, on est sur une surface parfaitement plane. Par contre, ici, j'en ai pas encore enlevé assez, c'est-à-dire que là, c'est moins épais que là. Et donc il va falloir que je refasse des passes pour enlever de la matière ici, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de marque ici, ce qui voudra dire qu'on aura une face parfaitement plane. Voilà, maintenant le bois est parfaitement plan sur toute sa face. Il ne manquait pas grand-chose. Alors malheureusement, le bois, c'est aussi la loterie. Des fois, on a des jolis morceaux comme celui-là, où on voit que c'est un petit peu verré par là. Mais c'est pas très grave, puisque j'ai un peu plus de marge. Donc je vais recouper ici. Donc là, ça sera bien. Et le problème aussi, c'est que ce bois ici, il est tellement vrillé que là, vous avez une surface relativement épaisse. Malheureusement, de l'autre côté, j'ai beaucoup moins de matière. Donc, je vais voir comment je vais m'en sortir tout à l'heure. Et parfois aussi, on croit avoir un bois sain, et puis quand on le rabote, on se rend compte qu'il est complètement verré. Donc là aussi, je vais enlever de la matière, et je verrai ce qui reste, et j'aviserai. Ça fait partie du jeu, ça. Maintenant que tous mes bois ont une face parfaitement plane, on va s'occuper de la face opposée. Donc, phase suivante, après le dégauchissage, c'est le rabotage. Donc pour ça, je transforme la machine en raboteuse. Hop. Et rapprochez-vous, je vous montre comment ça marche. On retrouve ici le rouleau qui nous a servi à dégauchir. On va réutiliser ce même rouleau, mais on va utiliser la face qui se trouve dessous. Pour ça, donc, je vais mettre un carter de sécurité par-dessus. C'est par ici que les copeaux vont sortir. Et du coup, je prends le capot qui se trouve là et je le mets là. Voilà. Ici, on a une table sur laquelle je vais mettre en appui la face du bois que j'ai dégauchi. Cette table, bien sûr, elle est rectifiée, elle est parfaitement plane et elle est réglable en hauteur comme ça. Donc, j'enfile mon bois que j'ai dégauchi. La face dégauchie, c'est celle-là, celle qui est bien plane. Elle est en appui sur la table, donc cette table sert de référence. Et je vais monter la table
pour pouvoir rapprocher le bois du rouleau, je vais monter en contact comme ça. Hop, quand je suis en contact, je fais un tour de manivelle à l'envers pour enlever mon bois. Et je remets un coup de manivelle. Et là, je suis prêt à raboter. Alors bien entendu, les fers, ils sont exactement parallèles à cette table. Ce qui fait que si je mets cette face en appui sur la table, quand j'aurai raboté, cette face-ci sera exactement parallèle à celle-là. C'est bien ce qu'on veut. Alors comme pour le dégauchissage, là le rabotage il n'est pas terminé, hein, vous voyez ici c'est pas fait, mais vous avez remarqué j'ai passé tous les bois en même temps, parce qu'en fait la particularité aussi du rabotage, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir une épaisseur précise. Donc là quand le rabotage sera terminé, tous les bois auront la même épaisseur. Et vous avez remarqué aussi que j'ai pas encore raboté le merisier, parce que le merisier est plus fin que le hêtre, donc le passer dans la machine pour l'instant ça servira à rien, les rouleaux sont plus hauts que le bois. Donc là, maintenant, je vais remonter un petit peu la table et je recommence. Bon, alors autant le hêtre, il est magnifique, autant avec le merisier, j'ai pas de chance. Donc vous voyez, il y a des morceaux qui sont bouffés par les vers. Celui-là, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui a un côté beaucoup plus fin que l'autre. Et vous voyez, je l'ai raboté à la même hauteur que les autres. Et il va encore falloir beaucoup de passes afin que cette face soit parfaitement plane. Et puis, on voit que le merisier, il est aussi gercé. Et de ce côté-là, il est même carrément moche. Donc il va falloir que je trouve un plan B. J'ai ma petite idée, mais d'abord, je vais continuer à raboter ce bois. Je ne vais pas raboter le hêtre. Le hêtre, il va rester à cette épaisseur. Ce bois-là, je vais le faire plus fin et je vais voir ce que je peux faire. Je vais d'abord voir si je peux me débarrasser de ces horreurs-là. Et je vais aussi voir si, en profondeur, on a moins de gerce. Et de toute façon, je vais aussi raboter le bois pour pouvoir utiliser celui-là. Encore que je ne suis pas certain, parce que je vois qu'ici, il est verré aussi. Ceci dit, de ce côté-là, il est beau, donc on verra. Je vais continuer le rabotage hors caméra et je vous reprends juste après. Bon, on ne peut pas dire que j'ai laissé sa chance au produit. Le merisier, je l'ai raboté tant que j'ai pu. J'ai perdu énormément de matière. Et j'ai un produit qui est de toute façon verré jusqu'à l'os. Donc il est inutilisable et je vais passer au plan B. Et le plan B, il est là. Alors pas là, ça c'est du noyer, mais là-haut, ça c'est du merisier. En fait, quand j'ai acheté mes plateaux, j'avais 4 plateaux en 27, ceux que j'ai utilisés. Pas de chance, ils n'étaient pas beaux. Par contre, j'ai aussi acheté tout ce stock en 17, qui n'est pas bien épais, mais qui est bien plus joli. Et donc l'idée, c'est de prendre 2 épaisseurs de ce bois-là pour en faire une. Je les ai collés et ça donne ça. Donc je les ai dégauchis, puis rabotés. Ensuite, je les ai collés ensemble et je les ai encore rabotés pour les ramener à la hauteur de mes planches de hêtre, soit 23 mm. Ça sera l'épaisseur de mon bureau. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, ça n'avait aucun intérêt. Et puis j'ai remis un petit coup de scie pour faire un bout de propre. Et en l'état, donc, ces planches, elles font toujours un peu plus que 10 cm de large. Et pour l'instant, mon plateau, il ressemble à ça. Alors, il n'est pas encore fini, bien entendu, mais on se rapproche de la vérité. Et la vérité, vous la découvrirez dans le prochain épisode. Je suis désolé, ça doit être frustrant, mais comme je vous l'ai dit, je préfère scinder ce projet en 2 vidéos plutôt que de sacrifier des infos pour faire une vidéo de moins d'1 heure. Alors, on passe au bilan. Préparer le bois pour faire un plateau, c'est a priori une étape simple et pourtant j'ai rencontré des difficultés et je ne m'attendais pas à en rencontrer autant. Le principal problème, c'est la qualité de mon bois de merisier. C'est un bois qui a traîné trop longtemps ou qui a été mal stocké. Si vous achetez d'ailleurs votre bois sur le Bon Coin et que les gens vous disent que le bois il est super sec, que ça fait 30 ans qu'il sèche dans une grange, allez surtout pas croire que c'est un avantage, bien au contraire. Parce qu'en fait, le bois il sera jamais plus sec que s'il avait séché le temps nécessaire et surtout dans les bonnes conditions. Par contre, ce qui risque d'arriver à ce bois, bien plus qu'à un autre stocké moins longtemps, ou mieux stocké, c'est d'être attaqué par des champignons ou par les insectes. Ce qui ne veut pas dire que le bois qui traîne dans les granges est à éviter, il faut en revanche bien l'observer. Pour ma part, moi j'ai vu les dégâts au moment de l'achat, je savais à quoi m'en tenir et j'ai payé ce bois pas très cher.
D'ailleurs, parlons-en un petit peu de la qualité du bois. Les bois, ils ont une qualité variable en fonction des essences, des traitements apportés et de la qualité intrinsèque de la bille. Et c'est pour ça que les bois sont classés. Mais on classe les bois de différentes manières. Il y a par exemple les classes d'emploi, graduées de 1 à 5. Le niveau 1, ce sont les bois destinés aux menuiseries intérieures, à maintenir au sec. Et à l'opposé, le niveau 5, ce sont les bois en contact permanent avec l'eau de mer, destinés à faire des piliers, des pontons, des choses comme ça. Alors il y a d'autres types de classements, comme le classement esthétique du bois. Cette fois-ci en grade de 0 à 4, 0 étant le bois d'ébénisterie, 3 le bois de palette et 4 le bois de coffrage. Je passe rapidement, ce sujet mériterait une vidéo complète. Le hêtre que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est un bois de classe 0, le bois de merisier, il en est très loin. Alors je ne vais pas faire plus de commentaires dans ce bilan, parce que j'ai déjà fait l'essentiel de mes remarques et donné pas mal d'astuces tout au long de la vidéo. Je vais donc m'en arrêter là. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir cette vidéo pour voir le plateau en place si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez déjà vu, filez bricoler ou allez voir une autre de mes vidéos. Mais avant, n'hésitez pas à poser vos questions ou simplement faire un petit coucou dans les commentaires. Pensez à vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne et c'est gratuit. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!